Première question peut-être, je crois qu'il y a des micros. Hein. Bonjour à tous. Donc je représente les jeunes radicaux sur le département du Nord. Donc n'ayant pas de candidat pour les présidentielles, bien entendu, nous n'avons donc pas le responsable des jeunes radicaux qui a le plaisir d'être là. Donc je voudrais revenir premièrement sur les propositions du Parti radical de gauche. Tout d'abord sur la question... deuxième exposé hein, quand même. Non, tout d'abord sur la question de la reproduction sociale. Enfin, j'aimerais bien en fait avoir une définition de ce que vous entendez par reproduction sociale. Et pour revenir sur cette notion, je pense qu'on a donc à l'heure actuelle un nombre de diplômés qui ne fait que croître et qui donc fera qu'on aura donc une population plus instruite dans les années à venir, ce qui pour moi permettra de réduire cette question de reproduction sociale. Notamment avec, je dirais, la perpétuation de ce qu'on appelle à l'heure d'aujourd'hui la classe moyenne. Ensuite, sur les propos du Front National, je pense que d'ailleurs vous pouvez remercier votre homologue du Parti communiste, étant donné que l'exemple sur l'Argentine, c'est sur le site de campagne du candidat Mélenchon, donc premièrement. Ensuite, j'aimerais donc revenir sur les questions... j'aimerais revenir donc plus principalement sur les questions d'éducation. Parce que ces questions d'éducation, je pense que c'est au cœur justement des priorités des jeunes. Et je pense qu'on en a tout de même assez peu parlé. Donc sur la question de la formation du corps professoral, on pourrait revenir donc sur la fin des IUFM. Je pense effectivement que surtout dans les milieux populaires, on doit avoir donc une formation qui doit être renforcée, notamment via l'expérience, parce qu'on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a énormément de jeunes diplômés qui se retrouvent dans des milieux populaires alors que ça nécessite une formation et que c'est un métier assez prégnant. Je voudrais également revenir assez succinctement sur la question de la gouvernance. Parce peut-être une question, hein, s'il vous plaît. Parce que, je poserai les questions, il n'y a pas de souci. Donc, également sur la question de la gouvernance, je pense qu'on a donc de plus en plus d'acteurs qui interviennent sur les politiques éducatives. Et ça, j'ai pas non plus entendu de propositions là-dessus, notamment les associations et les associations également de parents d'élèves. La question de l'orientation également. À l'heure d'aujourd'hui, on a une orientation qui se fait au niveau des strates de l'éducation. C'est-à-dire qu'on est au collège, on a une forme d'éducation, on passe au lycée, on repart à zéro. Donc là-dessus, donc j'aimerais vous interpeller et vous poser la question donc, de savoir ce que vous proposez en termes d'orientation pour essayer d'avoir un fil conducteur qui parte de la maternelle jusqu'au lycée, voire également à l'université, pour avoir un fil conducteur au niveau de l'orientation. Et peut-être le principe de parrainage également qui pourrait s'imposer entre donc, le collège, le lycée et les universités pour essayer d'avoir une intergénérationnalité au niveau des jeunes. Voilà. Merci. Il y a beaucoup de choses dans tout ce que vous nous dites. Qui veut réagir le premier et je ne sais pas sur quel aspect. Alors très rapidement, pour répondre à tes interrogations, la reproduction sociale, ça veut dire que, cher ami de Borloo, ça veut dire que lorsque tu es fils d'ouvrier, tu as aujourd'hui 6 à 7 fois plus de chances d'être fils d'ouvrier toi-même, et lorsque tu es fils de cadre, tu as encore 6 à 7 fois plus de chances d'être cadre toi-même. Sur la question Attends, je termine, et peut-être je vais laisser les autres réagir, parce qu'ils ont certainement des choses à dire. Quand tu parlais du fait qu'il y a plus d'inscrits au niveau de l'enseignement supérieur, et que donc, à terme, cette reproduction sociale va s'effacer, je n'en suis pas certaine, dans la mesure où 24% des jeunes qui sont inscrits dans l'enseignement supérieur, qui suivent un cursus de l'enseignement supérieur, seuls 24% d'entre eux sortent avec une formation certifiante, que ce soit licence, master ou alors doctorat. Voilà. S'il vous plaît, on va peut-être laisser les autres participants répondre à vos premières interrogations, et puis je pense qu'il y a d'autres questions également dans la salle. Je réagis juste sur l'Argentine. Les mécanismes de sortie de crise et de retour de la croissance pour l'Argentine sont exactement ce que propose Marine Le Pen. Quelque chose, André ?
Très rapidement sur l'éducation, tu parles de l'orientation, c'est effectivement quelque chose de très important qu'il faut revoir. On n'a pas aujourd'hui un véritable service public de l'orientation, on ne donne pas réellement les moyens d'aider les élèves, les collégiens, les lycéens, les accompagner dans leur choix d'orientation. Et effectivement, là, on retrouve une certaine inégalité entre ceux qui ont des parents qui connaissent le système universitaire, qui ont même parfois fait des bons choix vis-à-vis de la carte scolaire et qui ont fait faire les bonnes options et qui ont placé dans les bons établissements. C'est pas quelque chose qu'il faut condamner, mais en tout cas, c'est juste, faut constater qu'il y a un problème d'égalité. Voilà. Donc, il y a un service public. Alors, je sais pas ce qu'on mettrait derrière un grand service public de l'éducation. Je crois que certains le proposent. Je dois reconnaître que sur cette question-là, nécessairement, il va falloir mettre des moyens en face, et donc il y a des choix. Est-ce qu'on préfère avoir des infirmières scolaires, plus de profs ou plus de conseillers d'orientation ou les trois, mais en tout cas, il y a des choix politiques et moi je pense que notamment au niveau de la santé il y a beaucoup de choses à faire. Tu parlais d'un fil rouge qui irait de la maternelle à l'université. Je ne sais pas si on peut réellement trouver, enfin je ne sais pas ce que tu voulais dire par là. Moi je pense que le véritable fil rouge quand on est jeune et que on prépare un petit peu sa vie, on veut préparer sa vie professionnelle, sa vie personnelle, le fil rouge c'est l'émancipation et l'autonomie. Et donc le véritable fil rouge, c'est donner un moyen aux jeunes d'apprendre et surtout de savoir ce qu'ils ont envie de faire de leur vie. Et je pense que c'est notamment, ça nécessite de revoir les méthodes éducatives pour réellement apprendre à savoir ce qu'on a envie de faire et donner aux moyens à chacun d'arriver là-dessus. Et là, je rejoins là-dessus. Il faut une question d'éducation. Et il parle d'égalitarisme qui serait soi-disant mauvais. Non, il faut une véritable égalité des chances. Et le système libéral aujourd'hui, il ne permet pas une véritable égalité des chances parce que quand on vient d'une famille favorisée, on a plus de chances de réussir ses études et au final d'accéder à un bon emploi mieux rémunéré. Donc là-dessus, le véritable fil rouge pour moi, c'est l'autonomie, l'émancipation et l'égalité. François-Xavier souhaite rajouter quelque chose et après on prend une autre question. Je vais revenir sur deux éléments. D'abord sur la question de la formation du corps professoral. Effectivement, il faut réintroduire une année de formation sur le terrain après la formation académique proprement dit, et il faut bien conserver un système de sélection de concours pour pouvoir, tel que c'était le cas avec les IUFM, pour pouvoir accéder à l'activité d'enseignement. D'ailleurs, ceux qui se plaignent le plus de ces réformes et de cette cassure-là, ce sont justement les jeunes enseignants eux-mêmes qui se sentent dépossédés et qu'il faut aussi qu'on puisse les accompagner par rapport aux lieux dans lesquels on les envoie enseigner, puisqu'un public n'est pas le même. Nous, on propose une systématisation de quelque chose qui paraît tout bête, c'est la généralisation des bonnes pratiques, repérer les 2, 3, 4, 5% d'enseignants qui ont les meilleurs résultats en termes de progression d'élèves, en qualifiant leur public et qu'ils puissent aller former leurs collègues aux méthodes qu'ils ont développées eux-mêmes et les collègues qui sont face à des publics du même acabit. Et le deuxième élément, c'est sur l'orientation. Plusieurs éléments qu'on propose. D'abord, et ça va répondre en particulier à l'objection de Vendry, fédérer les institutions qui existent, car les institutions qui participent du système d'orientation aujourd'hui sont très très nombreuses, mais dilapidées, avec aucune lisibilité, et finalement, bien souvent, les professionnels sont seuls dans le coin de leur bureau et avec peu de contact à l'étudiant ou à l'élève. Il faut aussi qu'ils puissent intervenir dans le cadre scolaire. Tu as tout à fait raison de souligner que l'orientation est un processus qui doit être progressif, c'est tout le sens de nos propositions. Ça nécessite quoi? Ça nécessite aussi d'accompagner les enseignants dans cet accompagnement qu'ils font de l'élève. Donc les former, nous on pense qu'il faut régionaliser la politique d'orientation de manière à ce que ceux qui sont en observation que sont les régions de par leur responsabilité sur le développement économique, de la réalité, de la mutation des métiers et des tissus économiques de la région, puissent fournir cette information via un système de formation beaucoup plus développé, là encore une compétence de la région, des enseignants. Et puis le deuxième interlocuteur dont il ne faut pas oublier sur l'orientation qui joue un rôle majeur, ce sont les parents. C'est la famille. Donc on propose la mise en place, parce que là, on parlait de reproduction sociale, on est à fond dedans, il y a une vraie inéquité de l'information des parents sur ce qu'ils peuvent ensuite transmettre, sur la qualité de l'accompagnement qu'ils veulent donner à leurs enfants. Donc on propose la mise en place d'une école des parents, avec la mise en place d'un statut du parent qui permette à tout parent, qu'il soit salarié ou entrepreneur, de participer à cette école des parents pour lui donner le maximum de billes pour qu'il accompagne son enfant. Une autre question ?
Oui, alors bonjour à tous. Donc j'ai écouté avec beaucoup d'attention les propositions de chacun. Mais j'ai trouvé personne pour dénoncer les vrais responsables de la crise. Alors c'est pour ça que je me permets de prendre la parole et je précise tout de suite que je suis militant à Lutte ouvrière. Alors effectivement, ça a été dit un peu, la situation pour les jeunes et pas seulement pour toute la population, elle est dramatique. Hein. Le chômage a été évoqué. Aujourd'hui, même avec un diplôme, c'est de plus en plus dur de trouver un boulot. En Grèce, en Espagne, c'est encore pire. Là, c'est carrément 50% des jeunes qui sont au chômage. Et pour ceux qui ont un emploi, bien souvent, le salaire est de 600 €. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est toute l'Europe qui est en train d'être plongée dans la misère, pendant que les actionnaires du CAC 40 continuent à se gaver de milliards. La Grèce, c'est en train de devenir un pays du tiers-monde. Aujourd'hui, à Athènes, il y a des ONG comme Médecins sans frontières qui assurent les soins, après avoir fermé tous les hôpitaux, ou une grande partie des hôpitaux qui assuraient le service de santé. Donc véritablement, là, on a devant les yeux l'image d'une société en faillite. Et les responsables de cette situation sont ceux qui dirigent l'économie. Ce sont les capitalistes. Les responsables du chômage, on les connaît, c'est les patrons qui ferment les usines. Les responsables de la situation en Grèce, on les connaît également, c'est les banquiers qui spéculent. Alors bien évidemment, cette situation, elle est intolérable. Et d'ailleurs, une partie de la population grecque a choisi de ne plus se laisser faire, a choisi de ne plus baisser la tête et a choisi de rendre les coups. Et donc là, on discute des élections, mais moi je suis convaincu qu'on ne pourra pas seulement se contenter des élections. Hein. Aujourd'hui, on a vu tout un tas de formations politiques au pouvoir. On a vu le PS en Grèce. Il n'a absolument pas arrêté la spéculation. On connaît le bilan de la droite ici en France. Il n'y a jamais eu autant de chômeurs. Et le Front National, qui lui dit aimer les travailleurs, ben moi je pense qu'il les aime quand ils sont soumis. J'en veux pour Excusez-moi, oui. le principe d'une question, c'est que c'est une question. Oui, j'y viens. Juste sur le Front National, moi je me souviens des déclarations de Marine Le Pen pendant la grève des agents de la sécurité aéroportuaire où elle les traitait de preneurs en otage, c'est-à-dire qu'elle leur refuse ce droit pour ses salariés de se bagarrer pour des meilleurs salaires. Donc si les politiciens, on ne peut pas leur faire confiance, on pourra compter que sur nos propres forces. Et je viens à ma question, dans les années à venir, la lutte des classes, elle va s'intensifier. Ce sera une lutte entre deux camps, entre les capitalistes qui, pour sauver leurs profits, vont nous condamner à la misère et à la déchéance, et entre le camp de la population, qui j'espère va lutter et qui devra lutter pour empêcher les capitalistes de nuire. Et donc c'est sur ça que j'ai envie de vous interroger. Est-ce que vous êtes prêts pour dire qu'il va falloir arracher la propriété privée des moyens de production aux capitalistes, leur arracher les usines, sinon ils conserveront le pouvoir de licencier, leur arracher les profits, sinon ils continueront à spéculer et à plonger l'Europe entière dans la misère. Merci, voilà. même les questions étaient longues. Bon alors, Benjamin Lancard. oui donc bon, alors désolé mais je ne répondrai pas oui à ta question. Et bon, mais en même temps tu as l'honnêteté de reconnaître qu'elle n'est pas neutre. Et voilà, il y a l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme qui parle de droit de propriété. Donc moi je m'y tiens et donc je pense que les révolutionnaires de 1789 étaient assez voilà, à mon avis, assez sage de mettre cet article dans la Déclaration des droits de l'homme. Moi, ce que je dis juste, c'est que, au fond, moi, il y a des éléments de ton analyse qu'on peut partager, mais il y a un point où je suis pas d'accord. Quand, par exemple, tu dis la Grèce, c'est les capitalistes qui sont à l'origine de la crise. Je ne crois pas. Je pense que ceux qui sont à l'origine de la crise en Grèce, c'est des gouvernements de gauche comme de droite, soyons honnêtes, qui à un moment donné n'ont pas rempli leurs responsabilités, n'ont pas protégé leur peuple, et au fond, le pouvoir aujourd'hui que peuvent avoir les marchés dans un pays comme la Grèce, c'est pas les marchés qui l'ont pris, c'est les politiques qui leur ont donné. Parce que quand pendant des années vous ne mettez pas un budget à l'équilibre, quand pendant des années vous mentez sur vos comptes, et quand pendant des années, au fond, vous ne menez pas des politiques courageuses qui consistent à parfois être un peu impopulaires pour pouvoir en même temps préserver l'avenir, eh bien au final, vous avez des situations comme celle de la Grèce. Et c'est pour ça que je crois que dans notre vote de 2012, eh bien l'enjeu, c'est
quand même, à un moment donné, de savoir qui est celui ou celle qui est capable de nous sortir des difficultés actuelles en tenant un discours de vérité, en tenant un discours de protection. Encore une fois, ça serait tellement simple de nous dire qu'on va raser gratis, qu'on ne va pas réduire le nombre de fonctionnaires, qu'on va trouver des économies, mais sans nous dire comment on les compense. Et puis c'est tellement simple de dire un jour, je suis en Angleterre, pas si loin d'ici, je vous tiens un discours A, et puis quand je suis en France, je vous tiens un discours à barre. Ça, c'est pas possible. C'est exactement ce type de discours qui a consisté à détruire la crédibilité du politique au cours des dernières années. Et donc, au fond, l'engagement de Nicolas Sarkozy, tout n'a pas été parfait, mais ce qui est certain, c'est qu'on peut juger sur pièce, c'est-à-dire qu'au moins, on sait que la France a moins souffert de la crise que d'autres pays européens. On sait que la manière dont il a appréhendé la crise sur la question de la gouvernance de la zone euro, ça a été le premier à dire qu'il fallait que ce soit les chefs d'État et non plus simplement les ministres des économies, de l'économie qui aillent au sommet de l'Eurogroupe, sur l'idée qu'il fallait se réunir plus régulièrement, sur l'idée qu'il fallait introduire la lutte contre les paradis fiscaux, introduire une taxe sur les transactions financières. Tout ça, ça a été dit lors de la présidence de l'Union européenne, lors de la présidence du G8, du G20. Et donc, au moins sur ça, je pense que c'est le candidat le plus crédible. Et puis encore une fois, je crois que dans ces moments-là, on a besoin d'avoir quelqu'un dont on sait qu'il est capable de tenir et de ne pas changer d'avis du jour au lendemain. Vous savez, tout le monde, on entend plein de choses sur François Hollande. La semaine dernière, il était en discours Sarkozy a passé son temps à changer d'avis sur un nombre incalculable de sujets en 5 ans. On a donc François Hollande, et on entendait donc à Rouen les gens nous dire oui, alors il était ceci, il était cela. Alors, les gens disaient ouais, il était sympa, il paraît même qu'en privé il était drôle. Mais à aucun moment j'ai entendu ses voisins, ses amis d'école nous dire que c'était quelqu'un qui était un vrai leader, capable de trancher, capable de décider, capable d'assumer avec courage ses décisions. Moi je trouve ça inquiétant. Et donc au fond, l'enjeu dans cette élection, c'est de voter pour quelqu'un. Pas de jugement normatif, Benjamin. C'est marrant parce que je me suis quand même noté que pour quelqu'un dont actuellement la tendance politique nous dit que c'est nous qui tapons beaucoup, enfin, ton discours était à moitié au moins sur les attaques. Donc là, je me permets une première attaque. La seule chose que je dis, c'est juste qu'à un moment donné, cette élection, c'est redonner le pouvoir au peuple. Et pour redonner du pouvoir au peuple, c'est pas simplement sortir de l'euro, parce que ça, c'est à mon avis réduire le pouvoir d'achat du peuple, mais c'est bien au contraire que le pouvoir fasse ce qui est nécessaire pour protéger les Français et pour pas avoir un jour à subir la tutelle d'institutions internationales. Et donc c'est tout l'enjeu actuel de l'élection. Et donc nous, en tant que jeunes, je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse à entendre des gens nous dire on va revenir sur la retraite à 60 ans, on va revenir sur telle mesure sur la taxe professionnelle, on va revenir sur telle autre idée sur, par exemple, les heures supplémentaires, alors même que ça offre du pouvoir d'achat aux gens. Eh bien, il y a, à mon avis, beaucoup d'angoisse à avoir parce que ces gens-là n'ont pas le courage de tenir dans une période de crise. Oui, je vais dire quelques mots à partir... Il y a un petit jeu extraordinaire avec les boutons. Donc, juste, Pierrick Hanout répond à cette question et on prend une autre question, si possible, pas militante. Voilà. Donc, je vais répondre à la question évidemment, mais je ne peux pas m'empêcher de faire quelques commentaires sur l'intervention de Benjamin y compris, puisque comme on est passé en premier, on n'a pas eu la chance de pouvoir réagir. Mais déjà, pour en venir sur le fond, en tout cas, je suis content de voir que le discours du Front de gauche et de Mélenchon marque des points, puisque tu nous dis aujourd'hui qu'il faut redonner le pouvoir au peuple, alors qu'en 5 ans, Sarkozy n'a fait que lui dessaisir que le pouvoir. Comme quoi, face aux impasses de la crise et du système, il y a des réalités aujourd'hui qui deviennent objectives pour tous, mais il est un peu tard pour s'en apercevoir. Mais pour en venir au fond, sur la question de la Grèce, notamment, parce que je suis assez effaré avec la rapidité à partir de cette question, de la manière dont tu évacues ce problème. Et je pense qu'on a là, et c'est pas pour tomber dans la polémique, mais je pense qu'on a là, c'est ce que j'essaie de dire en introduction et d'autres intervenants, 2012, c'est l'heure du choix de société. Et de plus en plus, avec l'explosion de la crise en 2008, on a la démonstration des impasses de l'économie de marché, du capitalisme financier qui est prédateur de tout, de l'homme jusqu'à la nature. Et moi, ce qui m'inquiète dans le discours de l'UMP, c'est que vous reproduisez exactement les mêmes logiques. Je t'ai pas entendu parler du mécanisme européen de stabilité qui est mis en vote aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui va être dramatique parce que ce sera l'austérité à perpétuité si jamais il est appliqué. C'est qu'en Grèce, les cures d'austérité, les plans d'austérité exigés par la Troïka, j'en ai parlé tout à l'heure, sous condition de réduction des prestations sociales, des services publics, des salaires,
aujourd'hui mène de plus en plus dans l'impasse. C'est-à-dire qu'il y a une logique mortifère, l'austérité appelle l'austérité. Comme on réduit les dépenses publiques, on contracte l'activité, effectivement il n'y a plus de recettes, effectivement il y a moins de croissance, donc ils ne sont même pas en capacité de rembourser leurs dettes, les dettes qui en plus servent à remplir les poches des banques privées, parce qu'il y a quand même un truc dont on n'a pas parlé, mais qui est complètement fou dans ce système, que vous défendez encore. C'est qu'au mois de décembre, la Banque Centrale Européenne a mis 500 milliards d'euros à destination de 500 banques privées européennes. Le système est tellement fou que ces banques privées, elles n'ont même pas utilisé ces 500 milliards pour prêter aux États, pour développer l'investissement dans le travail, dans la formation, dans l'emploi, dans les salaires. Cet argent, comme les mêmes banques privées n'ont même plus confiance dans la capacité des États et des marchés à rembourser, elles ont été immédiatement replacées, ces 500 milliards, auprès de la Banque Centrale Européenne, à 0, et quelques pourcents, pour le faire fructifier, pour faire de l'argent sur ce même argent. Donc on a un système qui tourne en boucle fermée, complètement fou. Et c'est pour ça que je disais pas de polémique, mais regardons la réalité en face. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas sérieusement dire c'est ça qu'il faut appliquer à toute l'Europe, et la Grèce continue à l'enfermer dans ses logiques. Le jeune le disait très bien, mais les conséquences pour la population sont dramatiques. Donc, et juste quelques mots, parce que, alors, évidemment que face à ça, il y a l'exigence de services publics, de redonner le pouvoir au peuple, mais il ne s'agit pas de le dire avec des grands mots. Ça veut dire quoi, redonner le pouvoir au peuple? Ça veut dire changer les institutions, ça veut dire aller vers une 6e République, ça veut dire changer ce système électoral qui aujourd'hui est complètement dans la délégation de pouvoir, et ça veut dire, comme nous on le propose, un pôle bancaire public et financier, avec une nationalisation du secteur bancaire, des nouveaux services publics, une nouvelle nationalisation, avec des nouveaux pouvoirs des usagers des banques, des entreprises, à égalité, pour que véritablement on puisse redonner le pouvoir, parce qu'il ne s'agit pas de le déclamer comme ça, mais il faut les mesures derrière. Et j'en finis juste sur quelque chose, parce que ton intervention, quand tu dis les jeunes n'ont pas besoin d'être surprotégés, moi, franchement, je me sens un peu insulté quand j'entends ça, parce que le nombre de jeunes qui rament aujourd'hui quotidiennement pour trouver un boulot, poursuivre leurs études, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on se moque de qui? Mais qui a été surprotégé pendant ce quinquennat? Il faut redire l'allègement de l'impôt sur la grande fortune, il faut redire le bouclier fiscal, il faut redire l'aide qui a été donnée aux banques. Donc aujourd'hui, la surprotection, elle est de ce côté-là. Et ce discours-là, il est vraiment plus audible. Et enfin, parce que moi, j'entends bien que la solution au chômage des jeunes, alors tout ce que tu nous dis, le bilan, c'est le RSA jeune et le service civique. Formidable, on a vu ce que ça a changé pour nos vies. Mais la dernière chose, c'est que à chaque fois qu'on débat ensemble, c'est apprentissage, apprentissage, apprentissage. Il semblerait que du côté de l'UMP, vous ayez découvert ça. Nous, c'est pas le cas, parce qu'effectivement, il ne doit pas y avoir beaucoup d'apprentis du côté de Neuilly. Mais en tout cas, l'apprentissage ne sera jamais la solution au chômage des jeunes. 2, mais c'est très important, parce qu'on travaille beaucoup avec les apprentis, ils ont formulé des revendications. Nous aussi, on est favorable à l'apprentissage, mais ça ne peut pas être la seule unique réponse. Mais vous dites, développer l'apprentissage jusqu'à 800 000 apprentis, mais vous ne dites rien sur le statut des apprentis, pour derrière aller former de la main-d'œuvre corvéable à souhait pour les entreprises. Aujourd'hui, ce que disent les apprentis, les revendications qu'ils formulent, c'est qu'ils disent, on veut un véritable statut de l'apprenti. Il y a plus de 30% chaque année des apprentis qui arrêtent leur formation parce qu'elles ne correspondent pas à leurs besoins, parce qu'ils sont exploités. Ils revendiquent 100% du SMIC, parce qu'ils disent nous aussi on travaille, ils revendiquent la semaine de 32 heures et la gratuité totale de leur formation, et surtout, c'est les revendications des apprentis. Donc vous pouvez avoir du mépris pour leurs revendications, mais c'est eux-mêmes qui les ont formulées. Donc en tout cas, c'est révélateur de votre mépris de ceux qui travaillent et du peuple aujourd'hui. Mais en tout cas, et donc l'apprentissage, d'accord, mais un véritable statut protecteur et une véritable formation, c'est ça qu'ils demandent. Et donc elle est là la solution, c'est pas juste en disant il faut de l'apprentissage. Non mais, très bien, Pierrick, tu t'es fait applaudir, donc tu peux être content, tu peux rentrer chez toi heureux ce soir. Mais moi, ce que je te dis juste, c'est que c'est typiquement ce discours-là, ce discours qui amène François Hollande, par exemple, hier à Bonneuil, dans un quartier populaire, à dire bah, vous avez un problème d'emploi, on va vous faire des contrats aidés. C'est typiquement ce discours-là qui a plombé la jeunesse française dans ce pays. La jeunesse dans notre pays, elle veut réussir si elle produit des efforts. Et donc, nous, c'est ce qu'on lui propose exactement. Et moi, je veux bien que ce soit très populo de dire, bah oui, l'impôt sur la fortune, le bouclier fiscal. Le bouclier fiscal, vous qui êtes attaché au peuple, il a été voté par le peuple, puisque le peuple français a voté à plus de 53% pour Nicolas Sarkozy. C'était dans le projet. Et quand on est revenu dessus, eh bien, on a effectivement aménagé la question de l'impôt sur la fortune, parce qu'effectivement, il y a une question de lutte contre l'évasion fiscale et de compétitivité dans notre pays pour pas que les plus grandes fortunes partent. La deuxième chose, c'est que ce que tu appelles cadeau aux banques. D'abord, moi, ça ne s'appelle pas un cadeau aux banques, parce que contrairement à d'autres pays, notamment les États-Unis, les banques,
prêts qui ont été faits ont rapporté 3 milliards d'euros. Ces 3 milliards d'euros permettent aujourd'hui de financer le grand emprunt. Donc c'est sympa de se faire applaudir par une salle, mais c'est mieux de dire la vérité parce que dans ces cas-là, ça permet justement d'expliquer comment est-ce qu'on améliore la situation. Donc bien sûr qu'on peut parler de services civiques, de RSA jeunes, mais malheureusement tu n'as pas entendu le 10e mois de bourse, tu n'as pas entendu effectivement la réforme de l'autonomie des universités. Et moi ce que je vois, c'est qu'à chaque fois sur ces réformes-là, les mouvements d'extrême gauche n'ont pas soutenu ces mouvements-là. Ils ont soutenu des acquis, ils ont soutenu le statu quo, ils ont soutenu, par exemple, dans la question du service minimum ou de la retraite à 60 ans, ils ont soutenu la retraite de ceux qui au fond, faisaient moins d'efforts que d'autres. Eh bien, l'idée, c'est effectivement d'avoir une égalité des chances entre tous les salariés et de ne pas préserver le statu quo. Parce que le statu quo que tu défends actuellement, c'est un statu quo qui se fait contre les jeunes, contre nous qui sommes en dehors du système et qui voulons y rentrer. Bon, bonjour. Donc, moi, je suis pas un représentant d'un parti ou quoi que ce soit. Je suis juste un étudiant comme tout le monde. Et vous parliez, enfin, je m'adresse surtout à l'UMP là, mais de la crédibilité des élus. Et moi, je voulais revenir. Enfin, j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais j'ai pris celui du mariage gay. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, il était pour. Ensuite, il était contre. Enfin, par plus d'un point de vue. Vous entendez ou pas? D'un point de vue. Ok. D'un point de vue électoraliste, à mon avis, pour avoir les chrétiens démocrates dans leur camp. Mais je me demandais si vous n'aviez pas peur de perdre justement de l'électorat et justement cette crédibilité dont vous êtes tant attaché à cette crédibilité, mais vous risquez de la perdre avec ce genre de choses. Parce que, à mon avis, moi, si je suis électeur, le fait que vous changiez de camp tout le temps, et pour une simple question comme le mariage gay, de passer de oui à non, on se dit que vous allez faire ça pour tout et donc du coup vous allez perdre de l'électorat à mon avis. Qu'en pensez-vous? Réponse de Benjamin Lancard. Bon, d'abord, moi, c'est un sujet où j'ai une position personnelle qui est différente de celle de notre candidat. Ensuite, moi, ce que je peux dire, c'est que sur ce sujet-là, il y a eu pour le moment, Nicolas Sarkozy n'a pas changé d'avis. À aucun moment, il n'a dit publiquement qu'il était favorable au mariage entre les personnes de même sexe. Donc voilà, il a une position. Elle est ce qu'elle est. Moi, je pense qu'elle évoluera un jour. Et en tout cas, je milite à l'intérieur du parti pour que ça change. En même temps, regardez, en août dernier, j'ai pris position pour demander que le départ de Christian Van Est. Ça a mis du temps, mais au final, je l'ai obtenu. Pas que moi tout seul, mais on l'a quand même obtenu 7 mois après. Et demain, lors du bureau politique, il sera exclu, ce qui est à mon avis une grande nouvelle pour l'UMP. Et donc, ce que je dis juste, c'est que moi, il me semble que on peut ne pas être d'accord sur le fond de la mesure sur le mariage entre personnes de même sexe. Moi, le premier, j'ai une position personnelle. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne me semble pas qu'il y ait eu incohérence là-dessus. Pour moi, la plus grande incohérence, c'est de vous dire un jour, écoutez, le quotient familial, je suis un jour pour, le lendemain, je suis contre. C'est de vous dire, l'ennemi, c'est la finance, et puis c'est quand je suis dans The Guardian, les communistes, ça n'existe pas, cher Pierrick. Alors bon, je savais pas, désolé, tu dois être une hallucination, mais il faut le dire à ceux qui soutiennent François Hollande. Et puis en plus, ça n'est pas, ne craignez rien, c'est la gauche qui a fait le plus de privatisation, n'est-ce pas Pierrick, pendant la Ve République, c'était à la fin des années 90. Et donc, du coup, vous n'avez rien à craindre, je m'appelle François Hollande, c'est pas du tout la finance mon ennemi. Pour moi, il y a plus d'incohérence à avoir quelqu'un qui nous dit un jour, je préserve l'énergie du nucléaire, mais le lendemain, sur tapis vert, je fais des négociations avec les Verts et je donne autant de circonscriptions que je donne de réacteurs nucléaires. Ça, pour moi, c'est la décrédibilisation de la parole politique. Qu'après, on ne soit pas d'accord sur le fond sur tel ou tel sujet, on ne l'est pas en interne parfois et on ne l'est pas, bien sûr, en débat. Mais au moins, ce qu'on peut reconnaître à Nicolas Sarkozy, c'est la cohérence et le courage autour de valeurs comme l'autorité, la responsabilité. Et voilà, et donc je pense que c'est vraiment ce sur quoi aujourd'hui il est candidat. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Vendry Jumeau, juste un mot, puis après on prend une autre question. Je n'ai sans doute pas la même définition du terme cohérence et courage que Benjamin Lancard, parce qu'en termes de cohérence, je crois que Nicolas Sarkozy a déjà pu, durant son mandat, revenir sur un certain nombre de décisions, notamment en matière du droit de vote des résidents étrangers, puisqu'il a pris des positions différentes successives. Et donc je pense qu'en termes de cohérence et de courage, on peut... C'est peut-être même le meilleur exemple. Sur la question du droit de vote, tu as abordé la question, pas du droit de vote, excusez-moi, du mariage entre personnes de même sexe. Tu as abordé la question sous un angle assez électoraliste, c'est à savoir pourquoi vous prenez cette position, pour avoir les voix de ci ou les voix de ça. Non, je pense qu'il faut quand même rappeler que c'est une question d'un droit, c'est quand même un droit, c'est une égalité face au droit et qu'on doit réclamer, et c'est une question politique qui ne doit pas être mêlée à des questions électorales. Et ça, c'est quelque chose sur lequel les écologistes et toute une bonne partie de la gauche s'expriment
exprimé depuis 20-30 ans, et certains ont même célébré des fameux mariages entre hommes, notamment Noël Mamère à Bègle. L'idée, c'est que pour nous, et c'est là qu'on voit ceux qui font de la politique avec des valeurs et ceux qui font de la politique politicienne avec des calculs électoraux, c'est quelqu'un qui disent la même chose depuis 20 ans et qui disent oui, à partir du moment où deux personnes s'aiment et ont envie de vivre ensemble de manière publique, ils doivent avoir accès, ils doivent avoir le droit de se marier et d'adopter des enfants. Il y en a qui disent la même chose depuis des décennies, d'autres non. À vous de voir où est la cohérence. Un mot de Sandra Élise. Merci Vendry d'avoir souligné le caractère girouette de notre président sortant. Tu parles de cohérence, mais juste Benjamin, comment est-ce qu'un président peut être cohérent quand il instaure un débat puant sur la laïcité en stigmatisant les musulmans? Comment est-ce qu'un président peut être cohérent quand il stigmatise les Roms? Et comment est-ce qu'un président peut être cohérent d'un point de vue international quand il se rend à Dakar et qu'il exprime le fait que l'homme noir n'est pas d'histoire? Non mais, moi pardon, mais il me semble par exemple qu'Eva Joly, que tu soutiens, est une personne qui a dit « Moi, je ne signerai jamais un accord qui ne prévoit pas la sortie totale du nucléaire ». Tu confonds avec Cécile Duflot, revois tes... Pardon, mais c'est blanc, bonnet, blanc, bonnet. Donc moi je dis que vous avez un candidat qui disait « Moi, je ne signerai aucun accord sur la sortie du nucléaire », qui d'ailleurs après a fait une sorte de silence médiatique pendant 3 jours quand il y a eu cet accord PSVR, et du jour au lendemain finalement, dès qu'on signe l'accord pour avoir 30 députés, ça va. Donc je pense que pas de leçon. Idem sur la réforme des retraites. François Hollande était contre la réforme des retraites, la réforme de François Fillon en 2003. Aujourd'hui, s'il revenait sur la réforme de 2010, il reviendrait à la réforme de François Fillon qu'il a lui-même combattue. Donc ça s'appelle se foutre de la gueule du monde, ce que vous dites. Vous ne tenez pas les électeurs avec respect parce que vous essayez par des arguments d'autorité de convaincre une salle. Vous pouvez faire applaudir des salles de gauche, mais vous ne convaincrez pas l'ensemble des électeurs de ce pays. Revenons-en au débat sur la jeunesse, s'il vous plaît. Et donc, une question que j'espère vraiment cibler sur les questions de la jeunesse. Ouais. Alors, ça va être extrêmement rapide. Donc, ma question s'adresse à la fois aux organisateurs et à la fois aux 5 des invités. Pourquoi avoir fait entrer le Front National dans notre université? Pourquoi avoir fait entrer un parti qui a des, entre guillemets, valeurs qui sont antidémocratiques, qui sont d'extrême droite, qui sont fascisantes, qui sont violentes? Donc, ma question s'adresse donc aux organisateurs. Merci de me laisser finir ma question. Aux organisateurs du débat, pourquoi avoir fait entrer un parti de haine à l'université? Et aux 5 intervenants, pourquoi avoir accepté de débattre avec ces gens? Merci. S'il vous plaît, c'est moi qui répondrai cette fois-ci à cette question-là. Okay. On a souhaité que l'ensemble des sensibilités soient représentées. On s'en est expliqué en début de débat. Je ne pense pas que ça fasse l'objet d'une question sur la jeunesse. C'est un autre enjeu. Et la question que je souhaitais était une question sur la jeunesse. Le débat était de bonne qualité pour l'instant. Je souhaiterais qu'il le reste. Bien, bonjour. Alors, 3 petites questions rapides. La première, pour la personne qui a défendu l'euthanasie et la drogue. Je tiens quand même à dire, à titre personnel, que dans une faculté de droit, la définition d'un droit, c'est pas quelque chose qui change au gré des marées, c'est la société dans laquelle on veut vivre. À ce titre, défendre l'euthanasie quand on est de gauche et quand on a combattu avec une certaine férocité, et j'en sais gré, la peine de mort, je trouve que c'est un peu particulier. Et à ce moment-là, si vous voulez, si on change sur des droits, moi je serais pour, à la limite, que pour faire plaisir à DSK qui nous rend visite dans la région, on légalise le proxénétisme. À la limite, ce serait une chose particulièrement intéressante. Pour Pierrick qui nous parlait du constat d'une jeunesse particulièrement oui, mais qui a des difficultés, c'est vrai. Moi, je suis d'accord sur le constat. Par contre, je veux rediscuter des moyens. Parce que je pense que tout ça doit s'inscrire dans le cadre d'une réflexion budgétaire globale et pas simplement dans un constat de fait. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et la dernière chose, c'est la société dans laquelle nous voulons vivre. Et là, ça rentre dans le cadre du débat pour la jeunesse. Je vois que le membre du FN ici présent accuse le système de corruption.
Dans une fac de droit, je trouve ça encore une fois assez amusant, et je tiens à préciser quand même que ça démontre qu'entre la FI et le PA, il n'y a pas grand de changement. Ça démontre également que l'extrémisme ne propose aucune solution. Il veut tromper, et c'est la seule chose que vous sachiez faire. Et c'est pour ça que la jeunesse ne votera pas pour vous. Elle se retrouvera plutôt, et je l'espère, et c'est ma question sur la jeunesse et l'envie d'avenir, est-ce que l'Europe ne serait pas la solution? Est-ce qu'une Europe fédérale, une France qui se retrouve sur des valeurs et sur la défense d'un modèle social, et c'est vrai, mais un modèle social qui devrait pouvoir trouver son changement dans l'Europe, eh bien tout cela, c'est à mon sens l'envie de la jeunesse, et cette jeunesse-là, aimez-la ou quittez-la, on vous dit bonne chance à tous pour défendre vos convictions dans ce débat présidentiel. C'est une campagne qui s'annonce bien, puisque je trouve que le débat est plutôt de bonne qualité. Je vous remercie à tous de nous avoir fait partager vos opinions. Alors, donc une question sur l'Europe, on l'a abordé tout à l'heure un petit peu à travers Erasmus, mais plus largement, effectivement. Vendry Jumeau, peut-être? Très rapidement, je vais répondre très rapidement sur les trois aspects. Mettre sur le même plan le droit qu'ont des individus sur la mort d'un autre, la peine de mort, et que le droit de chacun à décider de sa vie et de sa mort, on ne peut pas mettre les deux. Même chose. Désolé, j'ai pas un point de vue juridique, mais je l'exprime un petit peu maladroitement, mais mettre sur le même plan la peine de mort et l'euthanasie, c'est d'avoir vraiment rien compris à ni l'un ni l'autre. Voilà. Et l'euthanasie, c'est notamment justement la possibilité pour des gens qui souffrent, mais qui ont la possibilité d'exprimer leur désir de mourir, d'être accompagnés de leur fin de vie. Voilà, fin du sujet. Ensuite, tu attaquais méchamment le représentant du Front National en disant qu'il n'avait pas de proposition. Mais si, j'ai noté ces propositions. Alors, après la fameuse thèse du déclin, il est revenu sur les origines, le multimondialisme, multiculturalisme et l'euro. À cause de l'euro, l'Union européenne ne serait pas compétitive parce que ça arrivait en même temps. C'est parce que ça arrivait en même temps qu'il y a forcément un lien. C'est comme, je sais pas si on aime bien parler de Dominique Strauss-Kahn. C'est un peu comme si Dominique Strauss-Kahn était responsable de la mort de Michael Jackson. Ça arrivait à peu près à la même période, mais c'est pas parce que ça arrivait à la même période que c'est un lien. Et donc derrière, il a mis en avant des propositions. C'était après le écoutez-moi, il a dit reprendre le pouvoir sur l'économie. Ça a le mérite d'être clair, et là-dessus, je pense que c'est quelque chose sur lequel on est tous d'accord, mais en tout cas, il a formulé quelque chose de clair. Reprendre le pouvoir sur l'économie, et aussi le fameux retour à la croissance. Donc là-dessus, en tant qu'écologiste, moi, ça fait juste marrer, parce que tous les gens qui vous disent on attend la croissance de gauche comme de droite, s'il y a bien quelque chose qui distingue les écologistes, c'est qu'on arrête de compter sur un fameux retour à la croissance qui n'arrivera jamais. Elle baisse structurellement depuis des décennies, il faut une autre économie. Et puis après, la troisième proposition, la conclusion de son message, c'était voter pour des patriotes. Je vous laisse juger de la pertinence de ce genre de propos. Voilà. Donc le FN a quelques propositions, en tout cas il a formulé des choses, après chacun a un jugement là-dessus. Sur l'Europe, oui, je vais dans ton sens. Je pense que la nation, le cadre de la nation seule, n'apporte pas des solutions suffisantes. Mais la question, c'est quelle Europe on veut. Et là-dessus, on est tous, notamment à gauche, on doit reconnaître que la construction européenne de ces dernières décennies, construite autour d'un projet économique, n'a pas été suffisante. C'est une Europe trop libérale et qui n'a pas été capable de réunir les Européens autour d'un projet politique et social. Il est clair qu'il va falloir, certains disent renégocier les traités. Est-ce possible? En tout cas, il y a véritablement un projet européen à remettre à l'endroit. Ce sont des grands mots. Je reconnais que ça sera très difficile. En tout cas, c'est la volonté des écologistes d'avancer dans ce sens. Et puis très bien, s'il y a d'autres personnes qui ont la même volonté. Merci. Sur l'Europe, toujours, François-Xavier Pénicaud. Alors, je vais commencer par répondre sur l'Europe, et je me fais tout à fait écho tant à ton intervention qu'à celle de Vendry. Effectivement, je pense qu'il faut aller vers plus d'Europe, parce que c'est aussi à ce niveau-là que l'on pourra préserver notre modèle social. Le modèle social européen, c'est une réalité si on le compare à d'autres modèles qu'il y a dans le monde. Et si l'on veut l'exporter, par exemple, moi je ne fais pas des grandes entreprises européennes forcément des ennemis de notre modèle social, parce que je vois aussi des exemples dans la mise en place par certains grands groupes français et européens, je ne vais pas le citer, mais un grand groupe qui a mis en place une sécurité sociale en Amérique du Sud, qui crée quoi? Un dumping social inversé. C'est-à-dire que
par la mise en place de cette sécurité sociale d'entreprise, ils ont eu moins de turnover à l'intérieur de l'entreprise, ils ont eu plus d'attractivité des cadres locaux. Et un jour, cette grande entreprise française a eu un coup de fil du DRH d'Unilever, pour ne pas le citer, parce que là, pour le coup, je me gêne pas à le citer, qui a dit à cette entreprise française, qu'il a engueulé en lui disant « C'est inadmissible, vous faites du bumping social, vous faites de l'intérêt social, nous on est là pour faire du fric, arrêtez ». Et ils ont été obligés de faire quoi? Enfin, ils sont obligés de faire quoi en ce moment? Et bien de s'aligner, y compris sur cette exigence sociale. Et le niveau européen, il y a besoin de réfléchir à une fiscalité européenne commune. On parlait de la taxe sur les transactions financières, c'est un levier, ça ne peut pas être le seul. Je pense qu'il faut tendre vers plus d'harmonisation, par exemple, de la TVA. Je pense aussi qu'il faut introduire de la conditionnalité sur les taxes à l'import et à l'export. Conditionnalité non pas à la zone territoriale sur laquelle c'est produit, ce qui serait du protectionnisme territorial pur, mais une conditionnalité, parce que c'est ça qui nous intéresse en tant qu'humanistes, aux conditions sociales et environnementales dans lesquelles la production a été effectué. Et là, on a quelque chose qui peut être non pas protecteur juste d'un territoire, mais avant tout protecteur d'un modèle social européen. Sur la question environnementale, je le mentionnais tout à l'heure aussi, je pense que si on veut faire avancer les choses, il faut avoir la force suffisante de pouvoir peser dans les discussions internationales, et on ne l'aura pas en parlant en ordre dispersé. Moi, Benjamin, je l'engueule souvent là-dessus dans des débats. Lorsque Nicolas Sarkozy a fait foutre dehors les représentants du Parlement européen au niveau du sommet de Copenhague, ils avaient foutu dehors d'un certain nombre de discussions. Il est allé contre l'Europe et il est allé contre l'intérêt de la lutte contre les réchauffements climatiques. En revanche, le fonctionnement des institutions, deux remarques. Il faut une lisibilité pour les citoyens, avec une petite réglementation sur des médias, sur la façon dont ils donne de lecture de ce qui se fait vraiment au niveau européen. Je pense, nous sommes favorables à, François Bayrou s'est positionné pour être favorable à l'élection au suffrage universel d'un président de l'Union européenne. Il faut que la Commission ne soit pas celle qui dicte le Parlement, mais que le Parlement réellement ait plus de poids qu'il n'en a aujourd'hui, et que le Parlement donc soit dans une relation un petit peu plus hiérarchique d'importance vis-à-vis de la Commission. C'est le transfert des compétences. Et je suis désolé, je vais aborder un autre thème parce que j'ai pas pris la parole depuis un moment. C'est la question, tu parlais de, au-delà des bonnes intentions, il faut savoir financer. Il a été mentionné plusieurs fois la question de l'allocation d'autonomie autour de cette table. Très sincèrement, intellectuellement, j'y suis plutôt favorable. Mais j'ai regardé toutes les propositions de Terra Nova, de l'UNEF, de la gauche, peu importe, tous ceux qui ont proposé des choses. À droite, ils proposent juste la souscription au prêt. Je ne crois pas que les jeunes doivent rentrer sur le marché du travail déjà endetté. C'est un mauvais schéma social. Mais pour le financer, aujourd'hui, peu de personnes mettent des choses sur la table. On est en train de bosser, j'espère le publier dans 15 jours à peu près, un plan de financement là-dessus. Il faut intégrer la formation initiale. C'est aussi une question d'égalité des chances entre ceux qui font des cursus longs et des cursus courts. Il faut intégrer cela à la formation tout au long de la vie. La formation continue, le droit à la formation individuelle, c'est des sommes de l'ordre de 20 milliards qui sont mal utilisées, qui sont fléchées non pas pour faire le choix dans sa vie professionnelle de comment je vais pouvoir me réorienter, comment je vais pouvoir avoir un projet évolutif tout au long de ma vie. Mais si on réintègre ça dans un schéma où on a un financement, non pas seulement une bourse qui serait une de plus, puisqu'il y en a déjà 150 types d'aides directes aux étudiants, donc déjà on va les fusionner, et au-delà, en intégrant ça dans un financement de la formation tout au long de la vie, vous donnez à l'individu le choix, la responsabilité de construire son schéma de formation tout au long de la vie, au fur et à mesure qu'il va participer de son développement professionnel. Merci. Julien Rochdy doit juste nous quitter. On va quand même poursuivre le débat par une dernière question et une dernière intervention de Sandra Élise Réviriego sur l'Europe. Voilà. L'Europe fédérale, oui, à la condition sine qua non qu'il y ait une gouvernance économique et budgétaire commune et une redéfinition du rôle de la BCE. Sur l'euthanasie, ce que je disais tout à l'heure, c'est le droit de mourir dans la dignité. Et juste pour rappel, c'est pas une question qui se pose qu'en France, tu as d'autres pays, et notamment un voisin, la Belgique, dans lequel l'euthanasie et le droit de mourir dans la dignité sont appliqués. Enfin, sur la question de la drogue que tu disais, que tu évoquais avec un peu de mépris, c'est une question, c'est un débat que l'on peut se poser sur le cannabis parce que c'est plus un fait marginal. Et j'ai bien indiqué que c'était pas une proposition du candidat, que c'était une proposition des jeunes radicaux de gauche. Je l'évoquais simplement.
Juste sur l'Europe, moi je suis évidemment favorable à ce qu'il y ait plus de transfert de souveraineté sur certains sujets. Notamment, je pense qu'effectivement, au fond, je reconnais que a posteriori, dans l'affaire de Maastricht, ceux qui disaient complètement la vérité, c'était ceux qui défendaient le non. C'est-à-dire qu'au fond, bon, moi j'avais 7 ans, donc à l'époque, j'ai pas de gros souvenirs, mais je sais qu'effectivement, à l'époque, ceux qui disaient que le non, enfin que l'Europe de la monnaie unique allait nécessairement impliquer des transferts de souveraineté budgétaire et donc monétaire par définition. Effectivement, je pense que on n'est pas allé au bout du chemin. C'est-à-dire qu'il y avait besoin, il y a un besoin à mon avis que de faire une convergence des politiques budgétaires. Mais en revanche, je pense que la nation reste un modèle politique qui n'est pas dépassé. Et donc, je suis pas favorable au fédéralisme parce que je pense que peut-être que dans un horizon d'un siècle, on y arrivera. Mais à court terme, je ne pense pas que ce soit possible parce que d'abord, on voit bien que, ne serait-ce que sur le cas de la Grèce, j'ai bien entendu la question de notre ami de lutte ouvrière tout à l'heure, mais au fond, que la Grèce soit aujourd'hui dans une situation compliquée, est-ce que vraiment vous voyez des manifs en France aujourd'hui parce que ça se passe mal en Grèce? Il n'y a pas du tout de lien de solidarité. Moi, combien de fois... Non mais parce que vous êtes des gens éclairés, parce que vous êtes des gens éclairés, que vous êtes éduqués, mais la vérité c'est que... Non mais la vérité c'est que quand on est, en tant qu'élu local, quand je suis dans ma permanence, j'ai plein de gens qui me disent à un moment donné, mais moi, d'abord, occupons-nous de nous-mêmes avant de penser à la Grèce. Enfin, la fameuse phrase sur la Corrèze avant le Zambèze, ça existe depuis les années 50. Donc, ce que je veux juste dire par là, c'est qu'il ne faut pas s'enflammer sur le fait qu'il existe des liens de solidarité pour aujourd'hui faire du fédéralisme. Moi, je pense beaucoup plus crédible de faire une Europe plus politique qui protège les peuples. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le système communautaire avec une Commission européenne qui n'est pas élue par le peuple, c'est un problème. Et je pense qu'il faudra faire encore plus d'intergouvernemental. Et ça, c'est la méthode de Nicolas Sarkozy. Il y a eu un certain nombre de pactes, notamment en décembre et en janvier dernier. Il y a eu, bien sûr, pendant la présidence française de l'Union européenne, des choses qui ont avancé, le pacte énergie-climat, le pacte sur l'immigration, l'action en Géorgie. Et bien voilà, si Nicolas Sarkozy avait dû attendre que José Manuel Barroso ou que Catherine Ashton, même si elle n'était pas nommée à l'époque, lui disent ce qu'il fallait faire sur la Géorgie, ça ferait longtemps que la Géorgie serait un satellite de la Russie. Donc je pense qu'on a besoin d'une Europe plus politique, mais ça ne passe pas, à mon avis, que par le levier communautaire. Oui, André. Là, j'avais quand même noté, je l'ai montré à Benjamin Lancard, qu'elle a sorti quand même la phrase « Je veux plus de transfert de souveraineté en Europe ». C'est bien, il va dans l'autre sens, mais le problème c'est qu'il s'est contredit il y a à peu près 30 secondes plus tard en disant qu'il voulait aussi plus d'intergouvernementalité. C'est juste montrer... non, je ne vais pas généraliser à tout l'UMP. Juste montrer que Benjamin Lancard n'a rien compris à l'Europe, parce que soit il y a des compétences propres qu'on transfère des États à l'Europe, soit en fait de l'intergouvernemental. Et ça montre bien qu'il y a des logiciels qui doivent changer. Peut-être que c'est une erreur, peut-être que tu vas la... Non mais je sais bien que c'est très facile dans un débat de dire à l'autre que quand on n'est pas d'accord avec lui, il se plante et que c'est un abruti. Mais sincèrement, moi je prétends pas du tout être un expert sur l'Europe. J'étudie modestement ce sujet et tu es certainement bien plus compétent que moi là-dessus. Mais ce que je dis juste, c'est que c'est pas forcément le processus communautaire qui implique un transfert de souveraineté. On peut aussi le transférer au Conseil de l'Europe, au Conseil européen, qui est soit composé des ministres, soit composé des chefs d'État et de gouvernement. Voilà. Donc peut-être que toi ça te va pas et que toi pour toi il y a que la Commission européenne qui peut le faire. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres moyens de faire. Et par exemple, prenons l'exemple concret de la convergence budgétaire. Soit on dit c'est à la Commission européenne de le vérifier, à la Cour de justice, de l'Union européenne de le faire. Soit on peut dire que c'est les membres du Conseil européen qui vont, à un moment donné, vérifier et faire la police de cette convergence budgétaire. Et je ne pense pas, enfin pardon, hein, je pense vraiment pas être un anti-européen, et je pense juste que ce transfert de souveraineté, c'est soit le système communautaire actuel, moi il me paraît un peu insatisfaisant, soit c'est par le système plus intergouvernemental qui, à mon avis, reflète davantage ce que les peuples attendent, notamment au lendemain de la crise.